Et souvent, nous-mêmes d'ailleurs, quand on aborde la question de logement, ce qui nous intéresse, c'est même la part publique. Alors évidemment, quand on dit public, il ne s'agit pas forcément des équipements comme les écoles, les mairies et tout ça, hein, mais c'est plutôt la question de comment un bâtiment, quel qu'il soit, il participe à la vie de la cité, il est acteur un petit peu dans le paysage urbain, et c'est ça un petit peu la part publique, la part qui nous intéresse. Alors, c'était quelque chose d'assez clair, cette part publique dans le passé, hein, parce que c'était quelque part, c'était les projets de l'État hein, qui devaient répondre à un intérêt public. Il y avait les grands projets de logement, tous les logements sociaux. C'est plus compliqué aujourd'hui, je dirais, avec le retrait des pouvoirs publics, des politiques d'aménagement, de promotion. Et puis, ouais, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le processus est en train d'être bouleversé en France, en tout cas. Alors la question, c'est comment d'un projet de logement initialement, on en fait un projet public qui s'adresse à tous, enfin, un public qui n'est pas seulement les futurs usagers, mais à tous les habitants d'une ville, d'un quartier. Comment on fait en sorte que le logement, ce ne soit pas juste une manière d'organiser euh, des chambres, un salon et des cuisines. Alors là, c'est ce que je vais essayer en tout cas c'est le débat, c'est la question hein, que je voulais essayer de soulever à travers les 6 projets qui sont aussi différents les uns que les autres. Là, le premier projet, c'est un projet pour le quartier Vaugirard à Paris, dans le 15e arrondissement, qui a la particularité aujourd'hui d'être occupé par des entrepôts de la RATP. Donc la RATP qui est la Société des transports publics à Paris, et c'est un lieu industriel. Donc le grand pari de ce projet, c'est de construire des logements pour les employés de la RATP au-dessus des hangars où sont réparées les rames de métro. Donc il y a un enjeu un petit peu technique, hein, et puis il y a aussi une condition qu'on a trouvée intéressante, qui est une condition extrêmement moderne d'habiter sur un sol qui est artificiel. Alors là, la question, c'est que c'est un bâtiment très allongé, et puis la rue, qui est tout à fait, qui est créée, est au nord, et puis la dalle sur laquelle va être implanté un jardin est au sud. Donc l'idée, ça a été de faire un bâtiment traversant avec des coursives sur rue, ce qui est une configuration extrêmement rare. Mais parce qu'il y avait une situation particulière qui faisait que le bâtiment était en retrait un petit peu plus haut. C'est comme si on reprenait la rue, vous voyez, sur cette image, puis on l'a déplacé, on l'a monté un petit peu sur un piédestal. Voilà, dis donc, il y a un retrait avec une bande plantée qui crée une sorte d'alignement d'arbres, mais en hauteur. Alors, c'est un travail qu'on a travaillé tout en fine bandelette de logements très étroits. Ils font une épaisseur souvent d'une pièce et puis qui ont tous l'orientation au sud et la plupart, une grosse majorité sont traversants. L'idée c'est qu'on entre chez soi par une coursive par l'extérieur et puis ce principe permet en fait toute une série de déclinaisons d'appartements, de formes, de duplex, de simplex sur deux trames. Et comme je disais, la plupart sont traversants, c'est-à-dire qu'on entre par le devant, alors que souvent, vous voyez, quand on monte dans un logement par un dégagement tout sombre, on a plutôt l'impression d'entrer par l'arrière. Voilà l'exemple de logement où l'accès se fait par la coursive. Il y a un petit travail avec des duplex, par exemple, pour ne pas passer devant ses voisins. C'est une question un petit peu d'organisation.
et puis d'avoir en général les cuisines au nord sur la rue en contre-plongée, et puis les grandes chambres et les séjours au sud sur des balcons filants. Voilà, c'est un premier exemple pour montrer une sorte d'association un petit peu entre deux activités qui se mélangent pas, mais qui sont là en parallèle et qui aident à redéfinir un petit peu, à créer une situation de projet pour du logement. Un second projet un petit peu particulier, c'est une réhabilitation. C'était un concours en 2 phases pour un bailleur de la ville du Havre et qui avait cette très belle tour. Il s'appelle tour réservoir parce qu'elle a un réservoir d'eau sur le toit et qui est encore en fonction. Donc c'est une tour, elle avait une voisine qui a été démolie. Donc elle est un petit peu rescapée des années 60 et c'était un très beau projet. Sauf qu'aujourd'hui, les appartements sont à moitié occupés et sont très, très, très dégradés. Donc, le bailleur nous a demandé de faire une proposition. Notre proposition ici, c'était d'ajouter un morceau supplémentaire à la tour. Vous voyez, c'est cette petite tourette bleue en structure métallique légère. Et le projet consiste globalement donc, en l'extension, à réhabiliter les logements et la façade existants, à faire un petit peu d'aménagement extérieur en essayant de calmer un petit peu l'environnement, et puis des parkings comme souvent ont été un petit peu installés de manière sauvage, et puis de travailler sur une programmation du rez-de-chaussée, de l'entresol, puisqu'il y avait des activités collectives qui étaient prévues également, qui s'étaient toutes arrêtées, et on a fait une proposition de programmation de ces espaces communs. Donc là, voilà, le bâtiment se présente ainsi. Il y a cette grande tour qui vient couvrir en fait un pignon qui était aveugle. Initialement, il était simplement occupé par une petite cheminée d'une chaudière qui n'était plus en fonctionnement. Donc la proposition, c'était d'installer cette structure avec une petite scène en bas musicale ou théâtrale, et puis d'utiliser cette structure pour redéfinir l'image du bâtiment. Alors là, on arrive depuis le centre-ville en tramway, c'est la première image de ces tours réservoirs. Et puis surtout, ça permet de complètement repenser l'intérieur du bâtiment en le décongestionnant quelque part. Et donc, ce sont des structures relativement rigides. Initialement, vous voyez à gauche, c'est la coupe sur le bâtiment. Et on voit qu'il y a 2 types de logements. Hein. Il y a des 3 pièces et des 4 pièces. Il y en a 2. Alors, avec l'extension, sur la droite, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il y a 6 typologies, donc ça permet d'énormément diversifier les types de logements et de faire une sorte d'intérieur très composite. En gros, hein, rapidement sur les types de logements, il y en a un qui est le plus grand, qui est du co-living. C'est un type de logement qui est un petit peu en vogue en ce moment, qui s'adresse notamment aux étudiants, aux jeunes travailleurs, célibataires, les gens qui veulent vivre seuls, mais à plusieurs, en gros, qui a l'intérêt de partager, si ça nous va, des grandes salles à manger, par exemple. Et ici, toute l'extension, par exemple, constitue la cuisine et salle à manger avec deux belles loggias. Pour le reste des logements, l'idée a été de les toucher au minimum, de travailler sur un chantier, sur un site occupé. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre aux gens de continuer à habiter dans la tour, donc avec des interventions minimum. On a notamment repris les loggias qui étaient plutôt utilisés comme des garde-meubles pour agrandir les
les salons et les espaces de vie qui étaient relativement petits. On avait ça aussi sur des T4 existants. Et puis les T5, les 4 pièces sont également à l'extrémité de la tour et utilisent une moitié de la surface de l'addition qu'on avait proposée. Ça permet d'introduire des types d'espaces, des types d'intérieurs qui n'existaient pas là jusqu'à présent. Là, on imagine des super salons d'angle. Et puis, le dernier volet, c'était la programmation des espaces communs, des activités communes. C'est assez rare aujourd'hui, mais tous ces espaces, ils étaient disponibles, pas occupés. Donc, en gros, on a proposé un programme autour de l'eau, puisque la tour est la tour réservoir, c'est-à-dire qu'il y a véritablement de l'eau dans cette... au sommet de la tour, qui est une matière première, une énergie quasi gratuite pour cet immeuble. Donc, on a travaillé sur un programme sur 3 volets pour la santé, la culture et les différents services comme la laverie. Voilà. Un troisième projet et on retourne à Paris, c'est un projet qui se situe dans le quartier Masséna, dans le secteur Bruneseau, qui est dans le 13e arrondissement, pour ceux qui connaissent, pas très loin de la Seine, que vous voyez à droite. Et puis, c'est un quartier en pleine construction depuis assez longtemps. Le site se trouve ici, vous voyez, là dans un losange, et c'est un quartier pour nous qui a la particularité d'être composé d'architecture extrêmement différente, et c'est un quartier très hétéroclite. Donc c'est une tour, le programme c'est une tour pour des chercheurs. C'est un programme qui ressemble un petit peu à du logement pour étudiants. Notre partie a été de faire un bâtiment quasiment en 2 parties, de faire quasiment 2 bâtiments superposés pour plusieurs raisons. D'une part, parce que parce que c'est un quartier en réalité qui est posé sur une dalle, même si on la voit pas, c'est-à-dire qu'on est sur une infrastructure et c'est un bâtiment qui comprend une sortie de métro. Donc, c'est une sorte de prolongement de l'infrastructure. Et il y a aussi une part du programme de logement qui concerne des activités communes aux chercheurs. Autre chose, c'est un programme, était demandé également une structure en bois pour le logement. Une structure en bois, c'est relativement complexe parce que c'est encore récent, cette technique pour des immeubles de plutôt grande hauteur. Voilà. Alors, oui, je vous disais, c'est un bâtiment qui est donc en structure bois. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est de faire en réalité deux bâtiments. Un bâtiment qui est en béton, qui est le prolongement de l'infrastructure et du métro, et puis un bâtiment léger qui est en structure bois et qui se compose des différents logements. Par rapport à ce programme, ce qui nous paraissait important, c'était de créer une masse suffisante d'espace collectif pour qu'il y ait une sorte d'inertie qui anime la rue et qui serve à quelque chose pour les chercheurs. Parce que vous savez, il y a des maisons pour les étudiants, et les jeunes chercheurs qui sont en général des doctorants ou quelquefois des post-doctorants, sont plutôt une population qui vit de manière isolée. Et donc, il a besoin de se retrouver quelque part. Donc, notre proposition, c'était de concentrer un maximum les chambres, toute la part domestique en haut, voilà,
et puis de dégager un maximum d'espace, entre guillemets, public pour qu'ils puissent se retrouver et pour créer une interface avec le boulevard Masséna, qui passe juste là. Alors voilà, le plan des logements, hein, qui est compris dans une sorte de losange, avec des salons, un étage sur deux, je crois, qui était au centre. Et puis une structure avec des murs fusibles, en travaillant sur la structure bois pour qu'un logement simple puisse devenir un logement double également. Donc la structure bois, on la voit de l'intérieur, elle est capotée, elle est utilisée. Le plafond, c'est le vrai plancher structurel. Puis ensuite, c'est un travail plus d'intérieur. Et puis le bois, on le voit aussi dans pas mal les espaces collectifs des 3 premiers étages qui constituent ce qu'on appelle la maison des chercheurs. Alors, il y a notamment le garage vélo qui donne sur la rue, vous voyez la sortie du métro, un magasin, et puis ensuite il y a des espaces qui sont communs, qui sont des espaces de travail, un petit café, une terrasse, une petite salle de sport également, de sorte qu'on recrée un peu un espace commun et collectif à l'intérieur du bâtiment. De l'extérieur, il se lit plutôt comme un genre de soubassement monumental, hein, un petit peu à la new-yorkaise, avec des volumes très importants, alors que la partie domestique des chambres est volontairement neutralisée. Elle a plutôt l'air d'une façade d'un bâtiment de bureau des années 70, qui était aussi une réponse au contexte très particulier de ce quartier où les architectures sont extrêmement diversifiées et expressives. Donc l'idée, c'est plutôt de proposer un bâtiment un peu miroir qui essaie de calmer le jeu un petit peu dans le quartier. Un troisième projet, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, pour Lille, sur la commune de la Madeleine, qui se situe juste le long du boulevard périphérique qui fait le tour de Lille. En fait, le quartier Euralille se situe juste en bas de l'image, hein, à une centaine de mètres. Et là, il s'agit d'un terrain qui était proposé pour un concours mené à l'adresse des d'investisseurs immobiliers. Donc, nous, on partait avec un investisseur local qui nous disait: que pouvez-vous faire en gros pour mettre un maximum de mètres carrés sur cette parcelle? Donc après avoir fait un certain nombre de recherches sur des trames urbaines, sur les trames des quartiers pour mettre un maximum de mètres carrés, on en est venu à l'idée que pour inscrire autant de mètres carrés en ayant moins de sensation de densité, il valait mieux tout réunir dans un grand objet et puis compléter, finir un petit peu le tissu existant. L'idée, c'était de fabriquer cette espèce de rond, là, de grands cylindres qui regroupe en fait toute une série de programmes et d'activités différentes, hein. On a imaginé comme des bâtiments accolés les uns aux autres. Le logement traditionnel est plutôt bas, il est au nord ici. Et puis là, il s'agit plutôt de logements temporaires, ce qu'on appelle des appart-hôtels ou des hôtels qui pourraient servir à la cité judiciaire là, qui OMA est en train de construire juste en face. Donc l'idée, c'était de prendre cette bande d'activités, il y a des bureaux également, et puis de refermer le cercle pour obtenir une densité importante, mais très ponctuelle, de cette sorte qu'on peut continuer
d'avoir un parc tout autour. Voilà un petit peu les différentes activités. Donc, le concept du bâtiment, c'est ce cylindre qui est vidé en réalité, c'est-à-dire qu'on vient, le creuser dans c'est une sorte de petite métropolis. Et voilà un petit peu le creux, en fait, auquel on a donné forme. Hein. L'idée, c'est de le penser par son vide intérieur. Et puis ensuite, c'est une activité qui se déploie avec des étages plus épais en bas, hein, de 18 mètres jusqu'à, puis on se réduit 12 mètres, puis 6 mètres finalement. Et on voit les plans là, qui deviennent de plus en plus fins jusqu'aux derniers étages. Après, ça nous a paru intéressant cette présence d'un très gros bâtiment qui allait être visible principalement depuis la voie rapide et qu'elle allait apparaître simplement de temps en temps quand on s'approche de lui, une sorte d'ovni un petit peu étrange dans ce paysage plutôt bas si on nommait le quartier de Halil avec ces deux tours. Je sais pas, okay. Je vais assez vite en fait. Ça c'est le cinquième projet. Il s'agit du projet de la rue Stendhal. Alors, c'est le projet que nous-mêmes, on a construit, c'est le seul. C'était d'ailleurs le tout premier projet qui a permis à l'agence Myoto de se créer, de s'organiser un petit peu sur le long terme. C'est le maître d'ouvrage et la régie immobilière de la ville de Paris. Il s'agit d'un projet qui se situe dans le 20e arrondissement, près du cimetière du Père-Lachaise, pour ceux qui connaissent. Voilà, le cimetière, en fait, c'est un lieu, c'est une butte, c'est un endroit qui est assez peu fréquenté dans Paris, parce que les métros sont un petit peu à distance. Mais c'est un très bel emplacement, parce qu'il y a, vous voyez sur la droite, il y a un grand réservoir d'eau. Hein, un réservoir, il prend une forme horizontale. Hein, c'est un bâtiment tout horizontal qui est couvert qui est engazonné. Donc on perçoit comme une sorte de champ engazonné. Et puis de l'autre côté, dans les étages supérieurs, on a une très belle vue sur le sud-ouest parisien, puisqu'on est au sommet d'une butte et d'une petite colline qui est, je disais, assez peu fréquentée. À l'arrière du bâtiment, un contexte qui est celui d'une résidence des années 70. Alors, vous voyez au premier plan le réservoir d'eau, avec ces deux petites entrées. Et un programme en fait qui est composé de logements sociaux, d'un centre d'hébergement d'urgence. Centre d'hébergement, c'est un lieu qui accueille des jeunes en difficulté qui se retrouvent à la rue et qui sont accueillis pour quelques jours à quelques mois. En fait, c'est un programme, disons, presque quasi social hospitalier et extrêmement, on va dire, délicat. C'est une jeunesse, un problème. Hein. Et puis, au rez-de-chaussée, une crèche. Voilà, donc des programmes, trois programmes dont la cohabitation est plus que délicate, sans compter les voisins qui voyaient d'un assez mauvais œil toute cette nouvelle population et puis le fait qu'on leur cachait la vue. Donc en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'est de pas distinguer les différents programmes, c'est de les traiter un petit peu globalement sous la même architecture avec des variations et puis de dégager une faille là au milieu, de manière à donner des triples orientations à certains logements. Là, donc là ici, dans cette photo, vous voyez les logements sociaux sont derrière les stores blancs, le CHU, le centre d'hébergement d'urgence à droite, et puis au rez-de-chaussée, la crèche. Alors ce bâtiment, il est bien évidemment marqué par
ces stores, hein, dont on a fait une sorte de thème, de déclinaison. L'idée, c'était de faire un bâtiment quasiment, enfin, une sorte de double bâtiment noir à l'intérieur et blanc à l'extérieur. L'idée, c'était de travailler sur cette plasticité du store avec, à l'époque, l'apparition de cette technique-là qui arrivait en France, qui sont des stores zippés, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture éclair sur le côté, et qui nous a permis de faire des stores de très grande taille. Donc la particularité, c'est que le bâtiment est une sorte de bande étirée le long de la rue Stendhal, hein, c'est pour ça qu'il tire son nom, on l'appelle le projet Stendhal. Initialement, le projet devait se retourner, il devait refermer un petit peu l'îlot. On a fait un travail un petit peu condenser le programme et puis garder cette faille ici qui accueille aujourd'hui la cour de la maternelle qui est ensoleillée grâce à ça. Ce sont des typologies de logements relativement classiques aujourd'hui. Qui partent un petit peu sur une base d'un 3 pièces traversant, et puis on ajoute une pièce pour faire un 4 pièces, on en enlève une pour faire un T2, c'est-à-dire qu'il y a un petit jeu de combinaison. Et voilà les déclinaisons en fait des différentes façades selon l'occultation ou le degré d'ouverture qu'on utilise, avec de légères variations qui fait qu'on lit derrière des différences de programmes. On voit bien qu'en réalité, le centre d'hébergement d'urgence et le logement sociaux sont deux programmes complètement distincts, mais qui sont reliés. Enfin, on a aligné leur niveau et on les a fait un petit peu discuter l'un avec l'autre. En fait, cette légère pente, cet effet d'écaille répond à une réglementation urbaine hein, qui impose un retrait des étages. Donc, on a proposé de faire. À droite, vous avez la rue, à gauche, vous avez la cour de la maternelle et puis le jardin de la résidence voisine. Et vous voyez que sur la rue, le bâtiment se courbe légèrement, puisque les règles urbaines imposent un retrait des étages supérieurs. Et l'idée, ça a été d'utiliser ce même appareil, dispositif, qui est le store, à la fois pour travailler sur l'opacité, pour assombrir les chambres, et pour se protéger du soleil de l'autre côté, ce qui fait que le bâtiment est parfois peut être complètement ouvert, et puis se refermer. Et également, ici, vous voyez le centre d'hébergement d'urgence à l'arrière, qui, lui, n'a pas on distingue parce qu'il n'a pas de balcon, ce qui est extrêmement sécurisé. Mais on voit que le dialogue, on a reconnu une façade quasi identique à la façade à l'intérieur des logements. Ici, vous voyez la façade du centre d'hébergement et qui surplombe à quelques mètres près la cour. La cour de la... Pardon. Excusez-moi. De la même manière, les intérieurs, on les a travaillés de manière relativement homogène. Une qualité qu'on retrouve, c'est qu'avec le retrait des étages, les salles de bain qui sont généralement au centre se retrouvent à nouveau à l'extérieur du bâtiment. Et donc on a des salles de bain qui ont des magnifiques vues sur l'est parisien, donc on peut sortir de sa baignoire complètement nu et puis observer l'horizon lointain. Les séjours ont cette particularité de se prolonger par ces balcons filants hein, qui marquent beaucoup cette architecture côté sud. Et
quand cette particularité, vous voyez à gauche ce balcon filant avec cette lumière blanche, simplement que le store en fait est baissé et ça recrée une sorte d'intériorité. En fait, la particularité des stores, c'est qu'ils ils sont habituellement accrochés à la façade et là, ils sont déportés. Ils sont mis sur le nez. Je reviens sur peut-être portés sur le nez de la dalle, ce qui fait ça crée un espace supplémentaire qui est semi-intérieur, enfin plutôt extérieur, mais qui est aménagé, qui est un petit peu plus approprié que les balcons habituels. Lorsque les stores sont descendus, on a ce dessin qui rend le bâtiment quasiment abstrait. Hein, c'est une sorte de présence fantôme. On lit à peine que ce sont des logements. Et puis, lorsque les stores sont ouverts, ils sont manipulés par les habitants, on voit que les balcons, en réalité, sont extrêmement appropriés et parce qu'on voit toute la vie domestique qui s'affiche sur les balcons. Et on ose penser, on ose croire que c'est peut-être cette présence des stores qui permettent de se cacher, qui permettent à la fois de gérer le soleil, mais aussi l'intimité, qui engage un petit peu les habitants à investir les balcons, sachant que de manière habituelle, nos maîtres d'ouvrage, les clients souhaitent plutôt protéger la vue des balcons pour que les bâtiments restent aussi purs et aussi nets et aussi beaux que possible. Ici, on voit que en fait, un dispositif comme les stores permettent plutôt d'encourager un petit peu l'appropriation et d'assumer aussi l'appropriation des balcons. Pour nous, c'est un petit peu le visage public, hein, qu'on fait de faire que les gens s'affichent un petit peu leur vie sur le balcon. Alors, le dernier projet que je propose de vous montrer ce soir, c'était pour une consultation pour réinventer Paris il y a quelques années, qui était une proposition qui était assez largement inspirée de ce projet qui s'appelle High Rise of Homes de James Wines, qui était une sorte de reprise de l'immeuble villa de Le Corbusier. C'est un promoteur immobilier très connu qui était venu nous chercher, très connu parce que Kaufman & Broad, pour ne pas le nommer, qui est très, très fort pour faire des maisons individuelles qu'on trouve sur des catalogues et qui nous explique avec beaucoup de franchise et de sincérité qu'ils sont très forts pour faire des maisons, l'habitat individuel, mais pour l'habitat collectif, ils n'ont pas encore trouvé leur modèle, leur ruse, leur stratégie. Donc, ils nous demandent de leur trouver une idée en tentant de reproduire, de nous emparer de ce concept de la maison individuelle de catalogue. Donc, ce qu'on leur a proposé de faire, c'était un bâtiment qui se construit en 3 tourettes reliées par des espaces collectifs, sachant que chacune des 3 tourettes, chacun des étages peut être un logement ou un atelier. Il n'y a pas de prédétermination d'usage. L'idée, c'est aussi qu'il n'y a pas d'espace extérieur, très peu, hein, une petite terrasse individuelle, mais que le gros de l'espace extérieur est partagé, donc ça implique une sorte de cohabitation, et en même temps, on donne plus de liberté, plus de choix aux habitants en leur proposant, par exemple, de choisir leur façade. On avait fabriqué un petit catalogue de 8 façades qui portaient des noms de villes étrangères. Et l'idée était que chacun choisisse une façade parmi ce catalogue et que ça compose une sorte de patchwork
Alors, évidemment, là, c'est nous qui avons choisi. Peut-être que c'est plus facile comme ça. Enfin, l'exercice, c'était celui-là. C'était l'idée, quelque part, de faire donc une sorte d'habitat individuel superposé. C'était d'imaginer qu'on mettait des maisons les unes au-dessus des autres, qu'on retirait toute forme d'espace contraint, de petit dégagement, et puis qu'on gravisse un peu ce bâtiment comme si c'était une rue, quelque part, et en passant d'une terrasse à l'autre, comme si on était un petit peu, comme si on prolongeait quelque part l'espace public de la rue jusqu'au sommet du bâtiment. Donc c'était un petit peu l'idée à la fois de ne pas neutraliser l'individu dans le collectif, mais plutôt de travailler sur une sorte de vision du collectif qui est peut-être plutôt de l'ordre de la multitude, c'est-à-dire que chaque individu existe sans être réduit à une moyenne, hein, sans devoir subir la nécessité de ressembler plus ou moins aux autres tout autour de lui. Donc pour nous, c'était un projet un peu expérimental qu'on n'a évidemment pas gagné, mais qui était une réflexion commune avec un promoteur. On a travaillé sur une matérialité très particulière et assez différente de ce qu'on fait habituellement, en travaillant sur beaucoup de matériaux différents et un concept d'un bâtiment plateforme, hein, un bâtiment sans mur, sans façade porteuse, pour qu'il puisse évoluer. Alors évidemment, pour nous, la référence, c'était un clin d'œil, mais pour nous, ça ressemblait un petit peu à ce squat vertical. Vous savez, ça, c'est une photo de la tour David qu'on aime prendre pour référence. La tour David, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est une tour qui est à Caracas et son propriétaire, Monsieur David, est décédé pendant sa construction et il y a eu une crise financière également en même temps. Donc c'est un bâtiment qui a été abandonné, qui a été laissé en construction et qui a été approprié par qui a été squatté malgré sa hauteur, c'est une tour, et qui est devenu une sorte de squat vertical géant, un immense squat vertical. Et c'est assez fascinant de voir cette image d'un logement collectif. Alors c'est le logement le plus, on va dire, parmi les plus pauvres, mais qui montre une manière dont qui montre quelque part ce que peut-être feraient les gens si on leur donnait pas si on leur attribuait pas des modes de vie déjà tout préfabriqués dans le type d'appartement qu'on fait aujourd'hui, qui sont à peu près, je veux dire, un petit peu toujours les mêmes. Voilà un petit peu l'image de cette tour David depuis le sommet qui probablement résume peut-être cette idée qu'on a essayé d'illustrer de la part publique du logement, c'est-à-dire la manière dont le logement n'est pas qu'une affaire domestique, une affaire d'être entre soi, d'usage particulier, personnel, mais aussi de vie collective et de participation à la vie de la cité. Donc, moi, je pensais finir, je suis allé un petit peu vite, je pensais finir un petit peu sur cette image qui nous montre le public, je dirais, un petit peu comme une matière, hein, un peu comme la brique, le verre, le béton, l'acier, qui est une matière qu'on retrouve un petit peu toujours sous différentes formes, mais je crois que c'est une de nos tâches, en tout cas, en tant qu'architecte, quand on fait du logement, de
la manipuler et de la réinventer à chaque fois pour mettre en scène simplement la vie humaine. Voilà, ben merci pour votre attention. C'est fini. Merci. Merci, Gilles. Est-ce que éventuellement il y aurait des questions dans la foulée? Tous les projets là que vous nous avez montrés sont des projets qui montent plutôt à la verticale, ouais. Et qui donc sont un peu une réponse à l'étalement horizontal. Et est-ce que c'est une ligne en fait que vous vous êtes donnée en fait sur le logement, ou c'est plutôt un concours de circonstances? Non, c'est pas une ligne. Il se trouve que la plupart sont des interventions dans les sites existants. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà une activité. Au Girard, il y a une activité industrielle. Au Havre, c'est une restructuration, enfin, c'est une réhabilitation un petit peu lourde. Le dernier, le site d'Edison, il faut voir qu'il y en a plusieurs qui sont dans un contexte parisien où le sol est devenu cher, hein, est devenu un bien cher, donc il y a une rentabilité qui est toujours derrière. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais la question du logement, c'est beaucoup une question économique. Donc la verticalité, c'est de l'économie, c'est de la rentabilité, souvent. Donc on n'a pas véritablement de discours sur l'étalement urbain. Bon, néanmoins, on ne milite pas pour. Je pense qu'il y a des... Mais enfin, bon, après, c'est un grand sujet, hein, c'est le suburbain. Hein, mais disons que là, dans les projets, la particularité, c'est qu'il y a toujours des sites et des conditions, des situations assez marquantes au départ. Donc c'est surtout pour dire. C'est vrai qu'on nous a jamais demandé de faire des maisons en bande. Mais c'est peut-être un marché différent. Il n'y a peut-être pas beaucoup besoin d'architectes. Enfin, il y en a besoin, mais ils sont rarement mobilisés, plus rarement mobilisés. Moi, j'aurais souhaité vous poser une autre question sur la qualité constructive, et notamment sur dans vos projets, il y a une ligne esthétique quand même qui se dessine, notamment par la qualité matérielle et la qualité constructive. Et s'agissant justement de l'économie du logement, enfin de l'économie de la construction associée au logement, comment on arrive à concilier en fait ces deux dimensions? Voilà. Ouais, bon, je pense qu'on peut... Et les entreprises de construction et cette ligne esthétique. Ben, c'est difficile. Hein. C'est pas... nous, on a eu la chance, le bâtiment qu'on a construit, on a eu la chance de construire avec la RIVP, qui est un très bon maître d'ouvrage. Hein. Ce qui n'est pas le cas général, hein. Ce n'est pas le cas du logement la plupart du temps, qui nous a offert un budget qui était supérieur à la moyenne et aussi une confiance, même alors qu'on était une très 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 jeune équipe. Hein. Donc on a eu cette chance-là. Mais sinon, je pense que la difficulté avec le fact, je pense qu'il y a l'économie est un véritable facteur. Il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de recette. L'économie, elle est toujours plus ou moins locale, elle est toujours très très liée aux manières de construire. Soit des entreprises qu'on connaît en France, hein, qui sont ces majors, ces grandes entreprises. Vous savez, en France, que le béton est pas cher. Et plus on en met, moins ça coûte cher, étrangement, c'est bizarre. Mais c'est un marché qui est étrangement pas basé sur l'économie de la matière, alors que c'est quelque chose qu'on essaie, nous, de pousser davantage. Bien construire, ça veut dire essayer de travailler avec ce que ces entreprises savent faire. C'est-à-dire, c'est réduire
les détails, en avoir peu, mais les travailler jusqu'au bout, de telle sorte qu'ils soient simples à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des bâtiments suisses, hein. On peut pas travailler sur des bétons trop sophistiqués, parce qu'on n'est pas sûr d'aller au bout. Mais par exemple, on travaille sur des dispositifs qui sont un petit peu industriels, puis qu'on déploie. On travaille sur des modes d'accroche assez simples qui vont intégrer, par exemple, les variations du béton. Mais ça dépend toujours des entreprises qui construisent. C'est vrai qu'en France, le savoir-faire se perd un petit peu, hein, l'artisanat un petit peu. C'est un secteur qui est, surtout en bâtiment, qui est un petit peu perdu, enfin, sauf dans les projets plus luxueux, mais dans le logement, il faut apprendre à faire avec peu. Souvent, l'économie, c'est une question. Mais souvent, c'est souvent les solutions préétablies, mais avant même l'économie, qui sont les plus dures à dépasser, parfois. C'est pas que l'argent qui est le problème, c'est les idées qui sont déjà là dans la tête. Je crois que souvent l'économie, elle est là aussi, quoi. C'est souvent là-dessus qu'on débat. Voilà. Mais on essaye de faire des bâtiments à chaque fois différents, hein. Donc l'économie, c'est pas que limitatif non plus. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que vous vous rattachez à un mouvement architectural? Quelles sont vos influences? Et puis, le deuxième, c'est suite à ce que nous avons vécu en mars 2020, sur quels moyens spatiaux allez-vous jouer dans vos prochains projets pour rendre la densité plus confortable au sein du logement? Alors, sur la première question, nous-mêmes, on ne se rattache pas à un mouvement en particulier, mais on nous rattache à un mouvement. Enfin, je crois qu'il y a un petit peu des discussions, des discours un peu, peut-être plus à l'étranger, sur le mouvement néo-réaliste, dont on ferait partie, mais on n'est pas contre, mais je crois qu'on ne se revendique pas d'un mouvement particulièrement. Nos influences, nous, on tire beaucoup, hein, évidemment, ça se voit, enfin, de l'architecture d'après-guerre, depuis un petit peu toujours. Puis il y a d'autres choses, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup, un peu un imaginaire de science-fiction, on aime les infrastructures, les grands objets techniques. Et voilà, ça fabrique un peu un monde d'influence. Le confinement, j'imagine, la question de confinement, qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose toujours plein de choses, hein. Vous savez, quand on fait des logements, on propose toujours des espaces plus grands, des espaces extérieurs immenses. C'est pas, malheureusement, le logement est c'est un produit qui est extrêmement fabriqué par enfin, c'est un cliché de le dire, c'est normes et c'est standard. Il faut travailler avec. Donc, étrangement, je pense que ce qu'on a vécu en mars 2020, par exemple, ça nous a beaucoup aidé à faire passer certaines idées. Par exemple, vous voyez, comme je disais, il y a une part publique dans ce monde qui est a priori plutôt domestique. Et ben, l'inverse est vrai également. On peut introduire du domestique, par exemple, dans des immeubles de bureaux. On avait proposé simplement des immeubles de bureaux avec des balcons tout autour, des balcons filants, pour dire qu'on vit dans notre espace de travail une bonne part de notre vie. Et donc, c'était important d'avoir un balcon
comme à la maison, pour tout le monde. Et c'était une idée qui avait un petit peu du mal à passer. Et ben, le confinement nous a beaucoup aidé à faire passer cette idée auprès de notre maître d'ouvrage, par exemple. Donc, ça peut être un argument. Alors, une autre question, c'est « Bonjour, j'aurais une question concernant le dernier projet présenté. Sa conception s'est basée sur la référence de la maison individuelle simplement par le fait que les habitants pouvaient choisir leur propre façade et le fait que les logements étaient superposés à la verticale. Vous énonciez également le fait que les espaces de déambulation s'appréhendaient comme la continuité de la rue. Ces espaces sont-ils accessibles au public ou restent-ils privés? Le programme de ce projet a l'air plutôt riche et intéressant. » C'est très gentil. Je sais pas, vous avez bien compris, je sais pas si. En fait, l'espace à l'intérieur il était dans notre cadre collectivement privé. En fait, c'était pas tout à fait un espace public. C'est ce dont on pourrait rêver, mais je pense qu'on avait mis une petite dose de réalisme là-dedans. L'idée, évidemment, c'est qu'il soit, ce parcours soit utilisé le plus ouvert possible. Mais disons que parfois, on se dit que on met une grille, et puis peut-être qu'un jour cette grille, elle sautera, et puis la rue, elle ira véritablement jusqu'au sommet du bâtiment. Mais initialement, c'était plutôt privé, mais vous savez, il y a tout un tas de gradations entre le public et le privé. Hein. Il n'y a pas. Voilà. Bonjour, est-ce que l'indétermination des usages et destinations est un but vers lequel tendre, selon nous? Oui, bien sûr, on parle beaucoup d'indétermination des usages. Nous, on parle, en fait, on ne le dit pas forcément comme ça, mais on parle beaucoup de l'activité, de ce qui se passe là. Ce qui est un petit peu différent de l'usage, parce que pour nous, l'usage, c'est une chose, vous voyez, l'usage, comment on fait exactement, est-ce qu'on pose son stylo, comment on s'assoit, enfin, pour nous, je crois qu'on est plus intéressé par l'activité en général, mais que on pourrait dire indétermination, c'est pas une indétermination de l'architecture comme on le voit ou on le pense souvent. Hein. Pour nous, on propose on a envie de proposer des bâtiments ou des organisations qui sont elles très déterminées, mais pas dans leur symbolique ni dans la manière d'être mobilisées. C'est un petit peu ça la contradiction, je pense que. On s'intéresse à l'indétermination, mais pour y arriver, comment faire? Je crois qu'il faut souvent être très clair, il faut souvent se donner des règles assez claires. Alors, je vois une autre question qui arrive. Menez-vous une ou des réflexions théoriques en parallèle de votre travail d'architecte, et si oui, lesquelles? Bon, on a une réflexion un petit peu je ne sais pas si c'est théorique, mais de recherche un petit peu. On a même commencé un petit peu par là, avant de dessiner des bâtiments. Les deux se mêlent un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de thèmes qui transparaissent. Mais ça peut faire l'objet d'autres conférences. Si on commence sur les thèmes de recherche, il y a un thème sous-jacent, c'est l'héritage de la modernité aujourd'hui. Hein. C'est une des questions qu'on se pose, c'est une question très vaste, mais qui est déclinée dans plein de thèmes. On travaille aussi beaucoup sur la figure des infrastructures, la question des idéologies. Enfin, on a un certain nombre de thèmes qui sont. L'agence n'est pas mobilisée à temps plein là-dessus, mais on travaille sur des choses. On aime bien avoir toujours
toujours un projet de réflexion. On en prépare un pour la cité. L'architecture, on espère en mai ou en juin. Et on verra, ça fera un livre, on espère. Alors, bonjour. Concernant le projet du quartier Masséna, la façade est très différente de l'aspect intérieur. Vous disiez que la raison principale était de ne pas trop trancher avec le contexte et les bâtiments existants, mais pensez-vous qu'il a été possible d'affirmer aussi le matériau bois de l'extérieur du projet dans un contexte comme celui de Paris? Alors là, il y a une clairement, le bois, on ne peut pas le mettre en façade. Donc, on peut. Le projet, c'est un concours hein, qu'on a perdu parce que ça ne faisait pas assez bois. Celui qui a gagné, il était de couleur beige. Donc, il ressemblait un petit peu à du bois. Voilà la raison. Moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire de mettre du bois en façade à cette hauteur-là. Je trouve que c'est absurde. Il faut utiliser les matériaux pour leur qualité. Pour nous, le bois, c'est léger. C'est constructif, c'est chaleureux, c'est super pour les intérieurs. C'est pas très souple. Hein. Quand on parle d'indétermination, je pense que ce sont des tours qui ne pourront pas beaucoup évoluer, mais ça permet de mettre l'intérêt du bois, ça permet de mettre en place une filière qui est différente. Hein. C'est-à-dire qu'on ne permet pas de construire seulement en béton aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des alternatives. Et on a mis le béton en bas, lui visible, parce qu'il n'y a pas de problème. En fait, le bois est très difficile à utiliser, et pas si facile à utiliser, surtout à l'extérieur, parce qu'il nécessite aussi souvent de l'entretien, ce qui est compliqué en grande hauteur. Et puis par ailleurs, il y a des habits, je ne vais pas aller dans les détails, mais des habits techniques, hein, qui n'existent pas encore simplement, donc on ne pouvait pas le mettre en œuvre en façade comme ça à l'air libre. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de le travailler sur l'intérieur du bâtiment. Donc, je remercie encore donc, Gilles pour cette intervention. Et comme je le disais en introduction, donc la prochaine intervention aura lieu le 14 avril avec Charles-Henri Tachon. Peut-être parallèlement, c'est vrai que vous aviez, pour conclure sur la question qui vous a été posée sur un travail de recherche, j'ai omis de mentionner que Gilles, vous étiez professeur à l'école d'architecture de Paris-Malaquais et que vous étiez aussi investi dans un travail pédagogique. Et est-ce que justement cette question, dans vos travaux pédagogiques, cette question du logement, elle est centrale, périphérique, elle joue un rôle parmi d'autres thématiques ou Pas immédiatement, non, pas immédiatement, ni même celle du public. Aujourd'hui, je crois parce que j'enseigne plutôt en master, ça évolue, nos questions pédagogiques avec le temps. Ça a été beaucoup sur la question un petit peu de l'idéologie. Moi, la question que je pose aux étudiants, c'est pourquoi on pense ce qu'on pense et pourquoi ce qu'on pense évolue. Et qu'est-ce qui nous fait croire ça? Une chose ou telle chose, et d'où viennent nos valeurs? Est-ce qu'on peut les interroger? Donc, on travaille beaucoup sur la fabrication d'imaginaires, de corpus, de références. Ça vient plutôt à la fin, c'est un petit peu après la 3e année quand même. Et donc, on vient plutôt interroger toutes les bonnes choses qu'on a apprises pendant les premières années. Voilà. Donc, on était jusqu'à présent, mais ça va probablement évoluer. Et donc, je suis responsable d'un département qui s'appelle Théorie, Histoire, Projet, où le rôle de l'histoire, il est particulièrement souligné, hein, comme un mode de prise de distance hein, par rapport à l'actualité pour tenter
de répondre d'une manière différente selon les contextes, hein, selon qu'on est au nord et au sud de la France ou même à l'autre bout du monde, parce que c'est ça qui est un petit peu étonnant, je pense, par rapport à la production du logement aujourd'hui en France, hein, c'est que on fait à peu près la même chose du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc pourquoi, hein, on peut se poser la question, pourquoi, qu'est-ce qui définit ces règles, hein, pourquoi est-ce que c'est un petit peu toujours la même chose et des fois il faut comprendre ces règles-là pour pouvoir en sortir, pour pouvoir arriver à faire autre chose, pour jouer un petit peu avec ou les contourner. Très bien, nous allons prendre ça comme une conclusion qui pourrait être l'ouverture à une future conférence. Merci beaucoup en tout cas pour... merci de l'invitation, puis merci de m'inviter pour, sur ce thème-là en particulier, parce que ça nous fait un petit peu réfléchir un petit peu, parce que c'est vrai que ce n'est pas le thème de prédilection au départ. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous, bonne soirée. À très bientôt, merci, au revoir.